Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Je vous souhaite d'abord une très belle année 2014 à vous tous qui êtes ici présents ainsi qu'à tous ceux qui vous sont très proches. Je voudrais aussi saluer ceux qui nous regardent depuis le site internet du Conseil général de la Vendée sur www.vendée.fr et qui nous regardent et qui assistent à cette cérémonie des vœux. Soyez donc les bienvenus à ce rendez-vous auquel vous a convié le président du Conseil général et l'ensemble du Conseil général. C'est un rendez-vous finalement toujours très attendu. Il suffit de regarder la salle ce soir, qui va se remplir petit à petit aussi sur les côtés. Différentes personnes encore arrivent. Vous avez été plus de 3500 à répondre à l'invitation ce soir, donc dans cet écrin de la culture et du sport qu'est ce Vendée Espace et qui accueille donc depuis un an cette cérémonie des vœux. Et parce que c'est aussi un rendez-vous finalement convivial, festif, vous avez été accueillis en musique et je voudrais que vous saluiez le quartet Broadway Song composé de professeurs du Conservatoire de La Roche-sur-Yon. On peut les applaudir, c'est eux qui vous ont accueillis tout à l'heure. Et on va poursuivre cette soirée en musique, maintenant, avec l'un des lauréats de ce qui a été l'un des événements culturels de l'année 2013 dans le département. Je veux parler de l'opération La Vendée recrute ses talents. Autrement dit, la découverte, la mise en avant des meilleurs talents artistiques vendéens. Ils étaient 317 inscrits au départ, 9 ont été distingués par un jury qui a été présidé par Francis Huster, qui a d'ailleurs été très impressionné par les différentes performances des artistes. Ceux que nous allons recevoir maintenant ont reçu le prix d'encouragement du jury. Il s'agit de Sigma, c'est une compagnie de Chaland. Ils sont une vingtaine de jeunes de 16 à 34 ans, c'est-à-dire encore jeunes, 34 ans. Et ils ont pour point commun, pour passion commune, le chant, la danse, la musique et le théâtre. Et ils réunissent sur scène leurs talents individuels pour que la troupe offre le meilleur. Ils vont proposer maintenant pendant une vingtaine de minutes un extrait de leur dernière revue qui s'appelle Revue et corrigée. Ils se sont appropriés, vous allez l'entendre, des standards de la chanson française, de la chanson étrangère, vous allez en reconnaître évidemment certains. Ils les ont personnalisés et ils sont réorchestrés par les musiciens de la troupe qui vont jouer en direct. Voici Sigma. La ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, elle se recule et la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino
A man decides after 70 years, it's what he got there for, is to unlock the door. When those around him criticize and sleep, through the fractal on the breaking wall, I see you, my friend, touch your face again. Miracle will happen as we dream. No, you're never gonna survive unless we got a little crazy. No, we're never gonna survive unless we got a little crazy. other people walking through my head. One of them's got a gun and shoot the other one. And yet together they're a friend at school. Oh, get it, get it, get it. No, no. I was there when we first took the pill. Miracle will happen as we dream. No, you're never gonna survive unless you got a little crazy. No, we're never gonna survive unless you got a little crazy. Unless we got a little Full of people, only someone to fly, isn't that crazy? In a world full of people, there's only someone to fly. Isn't that crazy? In a heaven of people, there's only someone to fly. Isn't that crazy? Well, we're never gonna survive unless we got a little crazy. No, you're never gonna survive unless you got a little crazy. Unless we got a little There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and send me down the highway you should there. See how I live in every piece of you. Don't underestimate everything that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me up the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost
air reminds the home we share. Never I wish The you scars of your love remind me of us. They keep me thinking how we almost had it all. The scars of your love they leave me of. They leave me breathing. I could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside of your head. And you played it to the beat. We couldn't have it all. Running in the deep. You had my heart inside of your head. But you played it to the beat. Throw your soul through every open door. Count your blessing to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. You pay me back in kind and read just what you saw. We couldn't have it all. We couldn't have it all. Running in the deep. You had my heart inside of your head. But you played it to the beat. We couldn't have it all. Running in the deep. You had my heart inside of your head. But you played it, you played it, you played it, you played it to the beat. Musique. Je me moque bien entre les plumes de ces noms d'oiseaux que l'on me donne. Je me moque bien de ces coutumes qui rendent aigris tous ces bons hommes. Ceux qui viennent ici sont doux comme des agneaux et hurlent la nuit comme des loups à l'amour aussitôt que se baisse le rideau. Bienvenue dans mon cabaret où coule l'absinthe. Admirez les filles scintiller, ce ne sont que des saintes. De tout le temps, faites vos dons, laissez-vous donc aller. La déraison a des raisons au fond de mon cabaret. Les robes rouges, les lèvres roses sont cousues de dentelle et d'amour. Au ciel des anges, Shakespeare s'expose sans toute leur parure des beaux jours. Des rires s'échappent d'une fumée légère de camphre. Et les voluptueuses volupes se hâtent et provoquent chez l'homme certaines attitudes. Bienvenue dans mon cabaret où coule l'absinthe. Admirez les filles scintiller, ce sont que des saints. De tout l'amour, faites vos dons,
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world It's turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good I'm time. a shooting star leaping to the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I wanna go, 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 there's no stopping me. burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call him Mr. Fahrenheit. I'm turning at the speed of light. I wanna make a supersonic ride out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. Just give me a call. Don't stop me Having now. a good time, Don't stop me yes, I'm now. having a good time. I don't want to stop at all. On my way to Mars, all the collisions. I'm a sci-fi. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an animal about to oh, 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 explode. Burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call him Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic run out of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me, I like it, I like it. don't stop me, don't stop me, Have a good time, good time. don't stop me, don't stop me. Alright. Burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. Turning at the speed of light. I wanna make a Supersonic run out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. You wanna have a good time? Just give me a call. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop La 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 la. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand through life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
Sigma. Vous pouvez les applaudir. Ils étaient 15 ce soir, ils sont une vingtaine en tout dans cette troupe exclusivement composée d'amateurs qui se réunissent autour de leur passion donc sur scène. Merci beaucoup à vous d'avoir ouvert cette soirée. Je vous précise qu'ils seront d'ailleurs avec les 8 autres lauréats de la Vendée Recrue de ces talents qui ont reçu les Chœurs d'Or et ils vont entamer une tournée, la Tournée des Chœurs, en Vendée sur 3 scènes et vous pourrez donc les voir se produire. Ce sera le 25 février à la Boissière-des-Landes, le 26 à Noirmoutier-en-l'Île et le 27 à Esnay. Voilà, la Vendée Recrue de ces talents, je vous le disais, ça a été un des événements de l'année 2013. Il y en a évidemment d'autres qui ont enthousiasmé les Vendéens. En 2013, la Vendée s'est aussi lancée de nouveaux défis. Il y a eu quelques belles batailles aussi qui ont été remportées. Et puis, ce qui était parfois des projets sont devenus des réalisations. Je vous propose de voir tout cela maintenant en images.
Voilà, encore d'autres pages à écrire, on en reparlera tout à l'heure. Ce n'est pas un président, mais deux présidents que je vais accueillir maintenant sur cette scène. Je vous demande d'accueillir Grégoire Pessus, président du Conseil général des jeunes, et Bruno Retailleau, le président du Conseil général de la Vendée. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Ça va bien, bonne année à toi. Merci. Bonsoir Bruno Retailleau, bonne année. Alors on a vu cette rétrospective, il y a quand même une image qu'on n'a pas vue dans cette rétrospective et je ne résiste pas à l'envie de vous la montrer, Bruno Retailleau. Vous en souvenez sans doute, c'était en février, je crois, 2013. Regardez cette image, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vue. Où était là d'ailleurs ce jour-là? Je vous propose de découvrir, c'était à l'arrivée, si elle veut bien partir, l'image d'Alessandro Di Benedetto. Regardez, écoutez. Extraordinaire. Est-ce que tu es surpris toi-même? Voilà, prêt 1, 2, 3. Ça doit rester un moment assez inoubliable. Vous avez touché du doigt, j'allais dire du corps même, ce qui est la ferveur, l'engouement que connaissent les skippers du Vendée Globe. Oui, je peux vous dire, et Louis Guédon pourrait en dire autant que moi ici, mais chaque arrivée au sable, c'est une victoire pour les skippers. Là, c'était le dernier, mais c'était fantastique. Et chaque arrivée, c'est inoubliable. C'est absolument fabuleux. Il y a une communion entre le public et puis le skipper, c'est fabuleux. Ce sont vraiment des héros de légende, des temps modernes. Et je pense que ces images l'expriment pour notre ami Alessandro, voilà, qui est maintenant le plus vendéen de tous les Siciliens. Exactement. Alors, Grégoire, je voudrais quand même qu'on félicite Grégoire. C'est la fin de ton premier mandat. Il y a un mandat de 2 ans. Vous êtes 60 conseillers généraux, c'est ça? Oui, exactement. 60 en tout. Et tu as donc été président depuis fin 2012, c'est ça? Oui, c'est cela. Fin je crois. 2012. Oui, Et c'est tu ça. entames là la dernière année Oui. de ton mandat. On peut l'applaudir, je crois, parce que c'est quand même un investissement aussi pour eux, comme ça l'est pour les élus. Dis-nous un peu quel bilan tu dresses de ton mandat, même s'il n'est pas tout à fait terminé. Est-ce que tu es satisfait de ce que vous avez réalisé? Tout d'abord, j'ai pour satisfaction que nos projets proposés aient été validés par nos aînés, les élus. C'est une confiance très importante, je trouve. Et aussi, c'est une très grande expérience que de pouvoir représenter la jeune génération vendéenne au sein du Conseil général de la jeunesse. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de projets que vous avez menés à bien? On a mis en œuvre, moi dans ma commission, Nouvelles Technologies, c'est un concours vidéo mettant en scène des collèges pour montrer les nouvelles technologies. La sécurité routière font des clips vidéo notamment pour faire une prévention au sein des collèges toujours. Donc vous avez été entendu, écouté en tout cas par les élus, écouté et entendu. Est-ce que tu peux nous rappeler, et on va se mettre un peu plus dans la lumière et face aux gens, est-ce que tu peux nous rappeler vraiment les fondements de ton engagement? Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à t'investir pendant ces 2 années pour tes concitoyens? Tout d'abord, me mettre au service de la collectivité, je trouve ça très important. Et aussi donner de soi, c'est un don de soi. Et c'est ça que depuis toujours on m'a appris. Alors c'est pour ça que je me suis engagée durant ces 2 années de mandat. Ce sont tes parents qui t'ont transmis aussi Oui, cette envie? surtout ma maman. Ça passe aussi par là. C'est le début de l'année, c'est la période des vœux. Tout à l'heure on entendra Bruno Retailleau. On peut d'abord peut-être entendre les vœux que tu souhaites proposer ce soir. Oui, alors au nom de la jeune génération et des conseillers généraux juniors, je voudrais compter sur vous réellement pour que notre Vendée, votre Vendée, soit un département fort, dynamique et social. Merci. Et Grégoire, qui souhaitait aussi adresser des vœux à tout le monde ce soir. Merci et bonne année à tous. Il est bien entendu que Bruno Retailleau fera la même chose pendant les 50 minutes de son discours tout à l'heure, vous en doutez bien. Est-ce que ça va te manquer finalement, parce que tu vas arrêter là d'ici quelques mois, ça va te manquer cet engagement? Est-ce que tu as envie de t'investir encore après quand tu seras au lycée? Ça va me manquer énormément parce que moi j'aime bien me mettre au service, comme je le disais,
de la collectivité me rendre utile à travers des projets notamment. Et est-ce que je m'engagerai plus tard au lycée, par exemple, pour les régionales? J'aurai mes études, avant tout, mais il faut y réfléchir. Bon. Quel conseil tu pourrais donner, parce que Bruno Retailleau, lui, va continuer, il n'a pas terminé son mandat, quel conseil tu pourrais donner à ton homologue? Moi, je le trouvais très très bien déjà avant. Et très bien. Donc le seul conseil que je pourrais donner à Bruno Retailleau, c'est de continuer comme il a toujours fait. Voilà. Voilà, c'est un bon conseil. Tu aimes le sport? Oui. Tu es venu ici déjà? Tu as assisté à des événements sportifs? Oui. On va dire un petit mot de basket. Ça t'intéresse le basket? Je sais que Bruno Retailleau est un fan de basket aussi. Vous avez peut-être vu ce qu'on va voir dans un instant. Ça a été vu 500 000 fois sur YouTube. Ça s'est passé il y a très peu de temps. C'était à Bercy. La Ligue nationale de basket organise chaque année un gala qui réunit les meilleurs basketteurs. Et chaque année, il désigne au hasard, dans la foule, parmi les 15 000 spectateurs, une personne. Et le défi, c'est de réaliser un panier sans élan à 15 mètres de distance. En 28 ans, personne n'a jamais réussi. Mais impossible n'est pas vendéen. Et c'est un Vendéen qui a réalisé l'exploit. Figurez-vous, il y a quelques jours, c'était à Bercy. Regardez les images, il s'appelle Thomas Béraud. Et c'est très impressionnant, regardez. Par contre, il va falloir qu'il prenne un petit peu d'élan. Allez, il y a les joueurs français qui lui donnent des consignes. Il dit recule-toi, prends de l'élan. Apparemment, il calcule personne. Oh là, oh là, oh là, oh Ouais, ça s'applaudit quand même, hein. 28 ans. 28 ans. C'est pas qu'anecdotique, mais il a remporté 100 000 € quand même pour ce panier. Et Thomas, il est là, je crois, ce soir. Il est où, Thomas? Il est là. Vous pouvez le saluer. Il est ici avec nous ce soir. Bravo. Sacré exploit. Sacré exploit. Merci beaucoup Grégoire en tout cas d'avoir été avec nous ce soir et bonne fin de mandat à toi en tout cas. Merci beaucoup, merci. Alors il y aura bientôt un grand événement, Bruno Retailleau, qu'on va accueillir ici même dans cette salle que la Vendée va accueillir. Ce sera le premier grand événement sportif de l'année. Ce sera le premier tour de la Coupe Davis de tennis France-Australie. La France accueillera donc l'Australie ici même. Ils vont jouer là où vous vous trouvez. Les places sont vendues en quelques heures. Ça a été un raz-de-marée. Et on a joint, il y a quelques heures, Arnaud Clément, le capitaine de l'équipe de France de tennis de Coupe Davis. Et je vous propose de l'écouter puisqu'il vous laisse adresser à vous ce soir. Bonjour, je suis Arnaud Clément, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Je voudrais souhaiter une très bonne année 2014 à tous les Vendéens et plus spécialement à ceux qui sont aujourd'hui présents au Vendée Space pour les vœux de Bruno Retailleau. Je sais que bon nombre d'entre vous seront présents les 31 janvier et 2 février pour la Coupe Davis qui nous opposera à l'Australie. Ça sera une superbe rencontre et je sais que vous serez là pour soutenir l'équipe de France et mettre beaucoup d'ambiance. C'est important d'avoir nos joueurs français qui sont en forme en début d'année, notamment Gaël Monfils qui atteint la finale de Doha, qui montre vraiment un très très beau tennis pendant toute la semaine. Badjo aux côtés d'Alizé Cornet, qui remporte la Hopman Cup. C'est la première fois que la France remporte cette compétition. Pour tous les joueurs français en tout cas qui ont déjà mis les pieds au Vendée Space, ils sont tous très excités à l'idée d'y retourner pour jouer une rencontre de Coupe Davis parce que la salle est vraiment superbe. Bruno Retailleau à l'époque déjà m'avait parlé du souhait dans un avenir très proche d'accueillir la Coupe Davis dans cette salle et c'est vrai que la salle est magnifique, l'équipement hyper moderne. Et la salle sera complètement adaptée à une rencontre de Coupe Davis. Pour les Vendéens, c'est que bien sûr, là, en Coupe Davis, le rôle du public est primordial. Et on sait déjà que vous allez être nombreux, qu'il va y avoir un nombreux public pour encourager l'équipe de France. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum d'ambiance, à soutenir un maximum nos joueurs. Et ils aiment ça. Ils aiment entendre ce soutien, entendre de l'ambiance. Et c'est dans ces conditions-là qu'ils pratiquent
pratiqueront le meilleur tennis possible. Donc n'hésitez pas, plus il y aura d'ambiance, plus ça sera bien et motivant pour toute l'équipe. Eh bien, on sera là, Arnaud Clément, pour vous encourager. Vous serez là, sans doute certains d'entre vous qui avez eu la chance d'avoir des places. Arnaud Clément qui est en Australie actuellement pour assister à l'Open d'Australie, évidemment, qui est le premier grand tournoi du Grand Chelem de l'année. Voilà, une première belle victoire en tout cas pour commencer l'année 2014. On espère évidemment d'autres belles victoires collectives, mais ça va peut-être faire l'objet de votre intervention. Maintenant, je vous laisse la parole. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Bien, monsieur le préfet, mesdames, messieurs les élus, tout spécialement, bien sûr, les élus du Conseil général, les conseillers généraux, et au premier rang desquels mon vice-président, mon premier vice-président, mon cher Marcel, Monseigneur Castet. Je voudrais aussi saluer les 3 présidents des assemblées consulaires qui sont tous ici ce soir, saluer aussi tous les représentants du monde judiciaire, du monde économique, du monde associatif. Vous êtes venus aussi très, très, très nombreux ce soir. Vous êtes tous venus très nombreux. Merci infiniment. C'est vraiment une joie pour nous tous, les conseillers généraux, de voir que vous avez répondu à notre appel pour ce moment fort de la vie. La jauge de ce soir, le vent d'espace va même déjauger, comme on dit en Méditerranée, mais la jauge de ce soir, c'est encore plus que celle qu'on a réunie, par exemple, pour la comédie musicale Mamma Mia. C'est encore plus que ce que l'on a réuni pour le spectacle des stars des années 80, où je n'avais d'ailleurs vu ni le préfet ni l'évêque, monseigneur. Mais vous êtes là ce soir, avec nous. Ça veut dire que quand même, c'est un événement. Et bien entendu, nous sommes tous ici pour nous réjouir d'une année qui commence, sans oublier l'année qui vient de se clore. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de perspective sans rétrospective. Vous l'avez vu à travers ces images. Et pour parler de victoire, je pense que 2013 s'est conclu, a commencé aussi par 2 très belles victoires. Une victoire que nous avons remportée sur l'eau, sur la mer, et une victoire que nous avons remportée à terre. Sur l'eau, vous l'avez deviné bien sûr, c'est le Vendée Globe. Cette 7e édition a été l'édition de tous les succès. Succès d'abord sportif, puisque Armel, mais surtout François Gabard, ont pulvérisé ce mur mythique, légendaire, de Jules Verne, 80 jours pour faire le tour du monde. Record sportif, record de fréquentation aussi, puisque au Sable, on s'est bousculé. Plus d'1 million de visiteurs pour le village, plus de 300 000 dans la fréquentation pour les arrivées, pour le départ aussi, bien sûr. Et puis, un record médiatique sans précédent. Pour la première fois, plus de 740 heures de télévision, et pour la première fois, un maximum d'heures de télévision, 440, diffusées, non pas en France, mais partout sur la planète, dans 190 pays. Et Google, vous l'avez sans doute vu pour le palmarès des recherches pour l'année 2013, eh bien le Vendée Globe arrive en numéro 2, juste devant Kate Middleton. C'est quand même un exploit, non? Et très très loin, je le dis pour les conseillers généraux qui sont des fans et qui suivent son blog, très très loin devant Nabila. C'est quelque chose quand même. Et ça, c'est le Vendée Globe. Et je pense que grâce à ce rayonnement médiatique, ce rayonnement populaire, ça nous a permis, malgré la crise, de faire une bonne année touristique. Nous avons explosé les compteurs, notamment pour la clientèle étrangère, plus de 10% de plus. Et vous avez pu voir, ce n'était pas la première année, pour ceux qui aiment l'île-dieu, nous le savions bien, mais qu'en Vendée, même le roi des Belges nous choisit pour prendre ses vacances, ce qui veut dire, monsieur le préfet, que nous sommes un département républicain, mais en même temps très œcuménique, monseigneur. Voilà. Donc une victoire en mer, victoire à terre, là aussi vous l'avez deviné, on a vu quelques images, c'est la 831. L'État a enfin accepté ce que nous lui demandions depuis des mois, même des années, c'est-à-dire passer à l'ultime étape, la dernière phase de mise en concurrence qui aboutira au choix de l'entreprise concessionnaire qui construira cette autoroute. Ça a été, je peux vous assurer, pour plein d'élus, beaucoup d'élus, un vrai cadeau de Noël. Un vrai cadeau de Noël parce que ça fait 25 ans qu'on pataugeait sur ce dossier. Un vrai cadeau de Noël parce que c'était un symbole, un emblème que volontairement nous avions érigé comme un emblème, comme un symbole
du combat pour le Sud Vendée, de notre attention pour le Sud Vendée, qui de temps à autre a pu se sentir, mais c'était un sentiment abandonné. Eh bien non, nous étions là. Et la 831, c'en est la preuve. Jean Cocteau, l'amour c'est bien, l'épreuve d'amour c'est mieux. C'était une preuve d'amour pour le Sud. C'est la raison pour laquelle c'était un combat emblématique. C'était difficile, mais nous l'avons remporté. Ces 2 victoires, je vais vous dire, pour moi, ce sont des victoires vendéennes. Est-ce que vous savez pourquoi ce sont des victoires vendéennes? Ce sont des victoires vendéennes parce qu'elles ont 2 caractéristiques. La première de ces caractéristiques, parce que ce sont des victoires de la volonté. C'est vrai, pour le Vendée Globe, je peux vous assurer qu'il a fallu mouiller la chemise, que les skippers, les sponsors ont mouillé la chemise. Il n'y a jamais eu d'ailleurs, pour aucune autre édition, autant de sponsors vendéens, autant d'entreprises vendéennes qui se sont mouillées, c'est le cas de le dire, pour permettre au Vendée Globe d'avoir un beau plateau sur la ligne de départ. Et puis, idem, pour la 831, je peux vous dire que nous avions devant nous des montagnes de difficultés, mais jamais nous nous sommes découragés. Je sais que certains se décourageaient. Jamais on a baissé les bras, parce que ce n'est pas vendéen. Et nous pensons, parce que nous sommes vendéens, que la volonté a une force, que la volonté peut avoir prise sur la réalité, sur le cours des choses. C'est aussi ça l'engagement politique. Alors évidemment, une caractéristique, mais elle n'était pas suffisante. Il fallait quelque chose de plus, quelque chose d'autre, qui est là aussi, je crois, profondément vendéen. C'est l'unité. Ce sont 2 victoires de l'unité et de l'union vendéenne. Le Vendée Globe, c'est sans doute l'événement qui synthétise, qui réalise le mieux cette synthèse, cet accord entre la Vendée du littoral et puis la Vendée de l'intérieur. La meilleure preuve en est que c'est une entreprise du bocage, Sodebo, le premier sponsor du Vendée Globe. Je vous disais aussi que beaucoup d'entreprises s'étaient engagées. Mais tous les Vendéens ont embarqué pour cette 7e édition. C'est la Vendée de toutes les régions, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Et puis l'Union, bien sûr, bien évidemment, sur la 831. C'était impossible d'obtenir de l'État cette décision sans d'opposer à tout le scepticisme un front uni. C'est ce que nous avons fait. Et vous savez, j'ai vu des maires sur toutes nos manifestations, des maires du Nord, notamment du canton de Roche-Servière, mon cher Alain, être systématiquement à chacune de nos réunions, à chacune de nos manifestations. La 831, pourtant, c'est, sur le plan géographique, loin pour eux. J'ai vu aussi, autour de Laurent Pillat, avec ses copains chefs d'entreprise sur Fontenay, tant d'autres chefs d'entreprise, d'agriculteurs de la Vendée, qui étaient là pour signifier, eux aussi, qu'on faisait masse, qu'on faisait tous corps ensemble. Et je pense que cette unité, nous l'avons réalisée, bien sûr, au-delà de nos géographies, mais surtout au-delà de nos géographies partisanes, au-delà de nos géographies politiques. Et c'était important, parce que pour moi, ce n'était pas un camp vis-à-vis de l'autre. Mon camp, c'est la Vendée. Comme votre camp, c'est la Vendée. Je sais parfois que certains ont pu ne pas comprendre. On m'a reproché même cette idée d'union, parce que ce n'est pas clivant, politiquement. Mais est-ce qu'il y avait une seule autre solution, une seule autre attitude pour arracher ce dossier que de faire, comme aurait dit Clémenceau, cette union sacrée? Je ne le crois pas. Je l'assume complètement, et je ne fais pas que l'assumer, je m'enfonce même pour remercier les élus de tous bords qui nous ont permis, de gauche à droite, eh bien, d'obtenir ce dossier. Et je voudrais ce soir, parce qu'il est sur un lit d'hôpital, spécialement remercier Jacques Oxiette, qui a été un partenaire loyal, et je voudrais, au nom de vous tous, parce qu'il faut qu'il se souvienne, c'est ce que je lui ai dit sur mon texto, je lui ai dit, écoute Jacques, l'air de la Vendée semble te manquer. Reviens sur l'île, où tu as une maison, tu t'en porteras beaucoup mieux. Voilà, et donc de la Vendée, nous lui offrons bien sûr nos vœux d'un prompt rétablissement, bien sûr. Deux victoires remportées en 2013, qu'il va maintenant falloir bien sûr prolonger, mais 3 batailles aussi qu'on a commencées contre des vents contraires. Ça ne vous a pas échappé, moi ça ne m'a pas échappé depuis Noël, qu'on a eu quelques vents contraires, mais bien avant, des forces contraires même, contre l'habitude, des forces contraires, l'inertie, des forces contraires, la crise économique. D'abord, les forces de l'habitude. Un poète
grec d'il y a très longtemps avait coutume de dire que la pire des tyrannies, c'était sans doute celle de l'habitude. On fait comme avant parce qu'on faisait comme avant, et c'est bien parce que les autres le faisaient comme chez nous et comme avant. C'est par exemple l'urbanisme. Vous savez maintenant, je l'ai suffisamment seriné, mais l'INSEE en a attesté, depuis quelques semaines, on sait que la Vendée, c'est le 3e département de France en termes de croissance démographique. Est-ce que vous imaginez un seul instant qu'on peut faire pour l'avenir comme si rien ne s'était passé? Est-ce qu'on peut continuer, parfois, à transformer des champs à vaches en champs à maison? Bien sûr que non, parce que l'urbanisme, c'est la consommation du foncier, et que le foncier n'est pas une ressource renouvelable. Mais surtout, et avant tout, parce que l'urbanisme, c'est un des actes pour les communes, pour les maires, les plus importants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait qui consiste à découper des parcelles, à faire des lots dans des lotissements. L'urbanisme, c'est ce qui vous permet, vous les élus locaux, collectivement, d'organiser le bien vivre ensemble, d'organiser spatialement la façon d'être ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé il y a 6 mois un programme très complet, notre plan sur l'urbanisme, 6 actions, et je voudrais vraiment féliciter les maires. Certains m'ont dit « Oh, tu crois, on va embêter les maires, l'urbanisme, c'est leur compétence, il faut leur laisser ça. » Je dis « Non, c'est pas possible, il faut certainement pas les contraindre, il faut les accompagner, les maires. » Et je connais les Vendéens, Quand il s'agit de montrer la voie, quand il s'agit d'être en avant de la course, il y a toujours des volontaires. Et c'est le cas. Un exemple, même 2 exemples. Un exemple, le contrat communal d'urbanisme. Près de 50 communes, quelques mois après, sont candidates. 50 communes, vous vous rendez compte, qui répondent à l'appel pour changer les habitudes. Et dans quelques semaines, vous connaîtrez les 6 ou 7 communes qui auront été choisies. Elles sont audacieuses, puisqu'il va y avoir un appel à projet avec des urbanistes, des architectes, pour qu'on essaie d'imaginer et de dessiner l'architecture de demain en lien avec notre identité. Et en même temps, pour essayer d'imaginer les quartiers, les villages, nos villes du XXIe siècle. Les grandes villes le font, je ne vois pas pourquoi nos villages ou nos villes moyennes ne le feraient pas. La force de l'habitude, l'urbanisme. Ensuite, la force d'inertie. La force d'inertie, et je voudrais revenir à la tempête. D'abord pour remercier, Monsieur le Préfet, les services de l'État qui, on l'a vu, j'ai eu l'occasion de le voir personnellement, se sont fabuleusement bien mobilisés ces derniers jours. On est des traumatisés, on est même des polytraumatisés, vous savez, depuis Xynthia. Et quand je parle de la force de l'inertie, ça n'est pas de vous et de l'État départemental dont je veux parler, mais quand j'ai offert mes vœux il y a exactement 1 an, dans quelle situation étions-nous? Je vois le maire de Noirmoutier et quelques autres sur le littoral. Ils le savent bien, Jacques Houdin, souvent en même temps m'en a parlé. Nous étions dans une situation de blocage. Pourquoi? Parce qu'on nous interdisait presque, on nous rendait la vie tellement difficile qu'on ne parvenait pas à sortir les chantiers de modernisation, de reconstruction de nos digues. Nous étions en face d'une autre digue, bien plus haute, d'une muraille de réglementation. Il a fallu 3 jours avant le 3e anniversaire de Xynthia pousser un coup de gueule. C'était Delphine Bateau. Elle a entendu, parce que c'était 3 jours avant l'anniversaire. Elle a dépêché les inspecteurs généraux, parce qu'évidemment, on est en France quand même. Donc, quand il y a un problème, on s'adresse d'abord à des très très hauts fonctionnaires. Ils sont venus sur le terrain, ils ont constaté ce que n'importe qui d'entre nous aurait pu faire en quelques jours, et ils ont fait un certain nombre de propositions qui ont permis d'assouplir. On va pouvoir tirer cette année, j'espère, 13, 14 bons chantiers. Et on va, je pense, avancer. Il faudra plus, il faudra sans doute modifier la loi, modifier des textes, mais toujours ça de gagner par rapport à il y a 1 an. Donc vous voyez, on avance petit à petit vis-à-vis de l'inertie. Tout simplement parce que je pense que nous devons toujours tirer les leçons des catastrophes. Tirer les leçons des catastrophes, idem pour les RICA. Là aussi, la Vendée a ouvert la voie. La reconnaissance du préjudice écologique dans le Code civil. La proposition de loi que j'ai déposée au Sénat, votée à l'unanimité. C'est suffisamment rare. Évidemment, le Code civil, c'est une vache sacrée, c'est un monument pour les juristes. Il fallait y toucher. Sauf que quand Napoléon, Portalis et quelques autres ont rédigé le Code civil, la nature n'est pas une personne. Donc dans le droit français, vous réparez un dommage que si le dommage, vous l'avez causé à une personne. Mais la nature n'est pas une personne. Alors si la nature n'est pas une personne, la nature peut être
être une victime. Non. Voilà, donc il fallait remettre tout cela dans l'autre sens, et je pense que nous l'avons fait. Je pense que Mme Taubira, au départ, était sceptique. Je crois qu'elle a vu l'engouement du Sénat, et je ne doute pas qu'il y aura un texte, cette fois-ci peut-être même du gouvernement, dans l'année 2014, et qu'à la fin et avant la fin de cette année, le préjudice écologique sera définitivement consacré dans le Code civil, et ce sera une partie de notre victoire, pour qu'il n'y ait plus d'Erika, mais qu'il n'y ait plus d'Exxon Valdez, le Prestige et les autres, la Vendée, mais aussi pour toutes ces contrées qui ont eu à subir des marées noires. C'est notre contribution à ce que j'appelle l'écologie humaine, qui est importante, qui ne ressemble à rien de cette écologie intégriste, ayatolesque, qu'on a bien vu en Vendée, quand cette association de l'Est est venue pour dénoncer les fameuses conditions de vie des canards, alors que l'entreprise présentait vis-à-vis des services vétérinaires toutes ses capacités. Mais voilà, ce sont des gens qui considèrent sans doute que, je cite l'un d'entre eux, que l'homme est le cancer de la planète, et ce sont des gens qui considèrent qu'il vaut mieux se soucier des conditions de vie des canards, qui s'améliorent d'ailleurs de jour en jour, et je voudrais là aussi vous rassurer, puisque je vous sais tous très inquiets des conditions de vie du canard en Vendée, mais qui se foutent royalement des conditions de vie des ouvriers, des 500 ouvriers chez Soulard, des 400 éleveurs. Alors tous ensemble, je voudrais exprimer notre solidarité, et on continuera à manger du foie gras en Vendée, parce que le foie gras, depuis 20 ans en Vendée, c'est un vrai succès. L'inertie, bien sûr, et puis il y a eu la crise. Il y a toujours la crise, qui n'est pas vraiment une crise. Vous avez vu comme moi, il y a quelques jours, pendant les vacances, un grand quotidien du soir, selon l'usage et l'expression, a publié une carte, la carte du chômage sur les territoires, avec des côtés positifs et des côtés un peu moins positifs pour la Vendée. Côté positif, on a le deuxième bassin d'emploi dans le bocage, deuxième bassin d'emploi où il y a le taux le plus faible du chômage. Mais on voit bien qu'il y a en même temps des points qui rougissent dans le sud, sur le littoral, et il faut y faire attention. On a des territoires qui souffrent, et on a des entreprises qui souffrent. Je ne veux pas toutes les citer. Une peut-être, parce que c'est une entreprise très emblématique, par sa dimension, Fagor, par son histoire, par son impact, par ce combat. On a tous été heureux de la décision de l'administratrice judiciaire de redémarrer aussi bien Esnay que La Roche-sur-Yon. C'était important. Et je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau aux ouvriers, aux salariés de Fagor, qui ont agi de façon à la fois déterminée, qui n'ont rien cédé, eux non plus, mais paisible, sereine. Vous avez remarqué que ce n'est pas ici qu'on se questre des cadres ou des chefs d'entreprise, mais on obtient quand même un certain nombre de résultats. Alors évidemment, cette victoire, elle sera définitivement consacrée, j'espère dans quelques semaines, quand nous connaîtrons exactement les repreneurs et surtout le périmètre de la reprise. Mais pour nous, c'était, je crois, fondamental et c'était important. Et cette crise, nous l'avons, si j'ose dire, anticipée. Vous savez qu'il y a un an, et je voudrais remercier Wilfried, je voudrais remercier Serge, aussi Rondeau, qui se sont beaucoup battus pour transformer notre plan de soutien aux entreprises. Là aussi, il y a des résultats. Là aussi, quelques mois après, il y a une 50aine d'entreprises qui bénéficient de nos aides à l'investissement, pour l'innovation, pour l'immobilier. Là aussi, pour les toutes petites entreprises qui avaient peur d'embaucher, il y a eu pratiquement 25 prêts pour le premier emploi. Voilà. Et nous avons démarré, vous l'avez vu dans les images tout à l'heure, le premier pour l'innovation Vendée, avec Numérimère, sur le numérique, avec toujours ce triptyque. Le deuxième, on le fera sur les green tech, parce que ce sont deux secteurs stratégiques, le numérique et les green tech. Le triptyque, c'est une entreprise, là, un data center, qui va en emmener d'autres. C'est en même temps une pépinière avec un appel à projet pour des startups. Et c'est aussi un bac+5, sans doute, sur le numérique embarqué, pour avoir une sorte d'incubateur, en tout cas d'écosystème, qui va permettre, là encore, d'implémenter en Vendée ce secteur qui est important et pour lequel, pour l'instant, nous avons un déficit d'emploi. Et puis, pour terminer, vous l'avez aussi vu tout à l'heure, Vendée Internationale. Ça, c'est fondamental. C'est lancé. Je voudrais remercier Dominique Soulard d'en avoir pris la présidence et tous les entreprises, tous les chefs d'entreprise qui vont s'engager pour convaincre d'autres chefs d'entreprise. La Vendée n'est pas bonne. Le point de faiblesse de notre économie vendéenne, c'est que nous ne sommes pas suffisamment tournés vers l'extérieur,
vers l'exportation. La France ne l'est pas, et la Vendée moins encore. Or, dans les prochaines années, si nos entreprises ne vont pas chercher la croissance, là où cette croissance sera la plus forte, il y a un risque pour nos emplois, un risque en Vendée. C'est la raison pour laquelle on a insisté. Et depuis la rentrée dernière, nous avons fait 5 missions à l'étranger, en Allemagne, en Pologne, en Ukraine, au Québec, avec les entreprises. Et ça marche. Et celles qui ont franchi le pas en reviennent satisfaites. Et elles en reviennent avec des contrats. Et c'est important, c'est un travail qu'on commence, mais je vous assure que ça va être une obsession. Peu importe, quoi que cela nous coûte, il faut convertir nos PME à l'export. C'est fondamental si demain on va encore avoir un tissu très dynamique. Cette crise, qui n'est pas une crise comme vous le savez, parce qu'une crise a une marche arrière, on quitte la crise, on revient en situation antérieure, et ça ne sera jamais le cas, c'est à la fois un phénomène planétaire, c'est le monde qui change, et c'est en même temps un phénomène très français. Phénomène planétaire, basculement du monde vers l'Asie, un monde plus multipolaire, un monde dans lequel l'Occident est en train de perdre le contrôle des affaires, et même de l'histoire. J'espère que vous avez peut-être entendu la phrase de Barack Obama juste avant Noël. Elle n'a pas été, comment dirais-je, beaucoup répercutée. Barack Obama a dit « Je suis désormais le premier président américain du Pacifique. » Il ne regarde plus vers l'Europe. L'Amérique ne regarde plus vers l'Atlantique. Elle regarde vers sa côte est, Pacifique, vers la Chine. Les deux économies sont tellement intriquées. C'est ça ce qui se passe, ce qu'on appelle crise, nous, en France. Mais en France aussi, bien sûr. Chacun d'entre nous le sent bien. La France est à la croisée des chemins. Notre pays, notre beau pays, celui que nous aimons tant, traverse un moment de son histoire et est rendu à un moment absolument décisif. Les Français n'ont jamais été aussi pessimistes, plus pessimistes que le peuple irakien, comme l'a révélé un sondage il y a quelque temps, plus pessimistes encore les Français que le peuple afghan, vous imaginez? En un an, les jeunes diplômés, la proportion de jeunes diplômés qui déclarent vouloir s'expatrier a doublé. En un an, les Français sont comme saisis d'un vertige. Ils doutent d'eux-mêmes. Pire, ils doutent de leur pays. Savent-ils encore pourquoi ils sont ensemble? Pourquoi nous sommes ensemble, côte à côte, dans toutes ces difficultés? Et à force de ces déchirures, c'est notre capacité, bien sûr, à composer une société, à être un peuple. Et quel peuple? Souvenez-vous de l'exclamation de Clémenceau, juste après l'armistice. Le peuple de l'idéal. La France. Hier, soldat de Dieu, soldat de l'humanité. Toujours le soldat de l'idéal. C'est ce qui nous manque. Il nous manque un cap, il nous manque des horizons, il nous manque une perspective. Il nous manque un idéal pour redevenir un peuple animé d'une volonté. C'est évident. Comment peut-on faire ressurgir ce lien de confiance? Il ne peut pas y avoir de croissance demain si cette société de confiance n'est pas rebâtie. Mais comment justement retisser ces liens de confiance les uns avec les autres? Certainement pas par ce que j'appelle le French bashing, certainement pas en dénigrant toujours et toujours plus notre histoire, nos valeurs, notre mode de vie. Ça serait toujours mieux ailleurs et ça sera toujours moins bien chez nous. Ça, c'est quand même un sport national, le dénigrement systématique. Et c'est pas non plus avec le déclinisme ou le fatalisme. C'est les mêmes, hein. Déclinisme, en général, c'est ceux qui s'en délectent. Et le fatalisme, en général, c'est ceux qui gèrent, qui s'y abandonnent. Et ça donne le même résultat. Et nous ne le voulons pas. Nous pensons que la France est faite pour autre chose. Mais il faut réagir. Et pour réagir, il faut penser les blessures, les fractures, les cassures géographiques, qui est en train de se transformer en cassure politique entre une France qui profite de la mondialisation et une France périphérique, loin de tout, délaissée, abandonnée. Et puis surtout la cassure civique, dont je voudrais vous parler quelques instants parce que ça me paraît être l'essentiel. Il faut écouter le jeune Grégoire tout à l'heure, en disant quand on est élu, c'est le don de soi. Ben, c'est ce qui nous manque en France. Pourquoi cette fracture civique? Pourquoi ce lien de citoyenneté se distend-il? Bien sûr,
parce qu'il y a l'individualisme radical, qui est une formidable caricature de grands idéaux pourtant, l'idéal d'égalité, ce que j'appelle l'individualisme social. Toujours plus de droits, toujours moins de devoirs, les droits contre les devoirs, bien sûr. Vous savez le rapport qui a été rendu au Premier ministre sur l'intégration, 440 fois le mot droit, le mot devoir 13 petites fois. Comment voulez-vous faire si chacun demande toujours plus à la collectivité et moins pour ce qu'il peut lui donner à la collectivité? Ces gens ont oublié Victor Hugo, ils s'en réclament, mais ils l'ont oublié. Écoutez Victor Hugo, la République, bien sûr, affirme le droit. Mais la République impose le devoir. Pas de société qui peut donner des droits si les citoyens n'acceptent pas et n'assument pas des devoirs. C'est ça le civisme. Et c'est ce qui distingue, je pense, peut-être, la culture vendéenne, aujourd'hui, d'autres cultures qui ont profondément oublié cette chose-là. Eh bien, si nous voulons précisément penser ces blessures, je pense qu'il faut absolument redécouvrir quelque chose de simple. L'importance du don. C'est quoi le don? C'est très important, parce que le don, François l'a dit dans son message, Monseigneur, il y a quelques jours, la semaine dernière, du 1er janvier, parce que l'homme a besoin de quelque chose de plus que la maximisation de ses propres intérêts individuels. Et Marcel Mauss, il y a un siècle, l'a dit encore, parce que le don, c'est la nature de l'homme. Parce qu'il ne peut pas y avoir de société primitive ou évoluée ou avancée sans le don, sans la gratuité. François, l'un, est pape de l'Église catholique. Marcel Mauss, pas vraiment la même chose, pape, si j'ose dire, pardonnez-moi Monseigneur, de la sociologie française, deux hommes très différents, et pourtant qui se retrouvent pour dire attention, on ne peut pas vivre sans le don, sans le bénévolat finalement, sans la gratuité, ce que Monsieur le Président du Conseil général junior a très très bien dit tout à l'heure. C'était ça finalement, en filigrane, ce qu'il a voulu nous dire. Parce que derrière la gratuité, il y a la fraternité. Régis Debray, il ne faut pas que la fraternité devienne le mot le plus faible, le parent pauvre de notre devise républicaine. Parce que la gratuité, c'est la citoyenneté, c'est le civisme. Écoutez le dernier survivant qui est mort désormais, 14-18, puisqu'on va commémorer cette année, à partir de cette année, Lazare Ponticelli. Un journaliste lui demande, quelques mois avant qu'il ne meure, un journaliste lui demande « Écoutez, vous étiez italien, vous êtes français de sang mêlé, et pourtant vous êtes allé la fleur au fusil là-bas, vous battre dans les tranchées, dans la boue, dans un enfer, dans ce qui a été le plus dur pour les soldats. » Et vous savez ce qu'il répond? Eh bien oui, parce que j'ai voulu donner à la France un peu de ce qu'elle m'avait rendu, j'ai voulu rendre, pardon, à la France un peu ce qu'elle m'avait donné. C'est ça, la gratuité, c'est le civisme. Et vous me permettrez, alors c'est sans doute osé, mais je pense aussi que la gratuité, à travers la coopération, à travers les associations, y compris de chefs d'entreprise, c'est important dans notre monde et dans la mondialisation que les entreprises ne restent pas isolées. Une de nos forces, c'est que 82% de nos chefs d'entreprise sont, mon cher Joseph, ou prennent part à des associations. C'est ça qui est fabuleux. Dans tous les systèmes économiques qui se tiennent dans la mondialisation, ceux qui sont capables, au-delà de la perspective de gain, de profit immédiat, mais qui sont capables de travailler ensemble, à ce moment-là, il y a une valeur ajoutée. Et c'est ce qui est fondamental. Et c'est ce que nous avons, nous, en Vendée, parce que, mes chers amis, je ne vous étonnerai pas, j'ai la faiblesse, ou plutôt la fierté, de croire que chez nous, on a quelque chose de plus, justement. Que cette culture du don, cette prédisposition aux soins de l'autre. Nous, on sait depuis longtemps qu'il ne suffit pas d'être sûr de soi, de se dire, peu importe, on va laisser tomber les autres pour réussir. Ce n'est pas notre culture. Ça, c'est notre ADN. Et je pense que la culture des autres, le goût des autres, c'est en même temps une des racines profondes des succès d'hier, des réussites d'aujourd'hui et surtout des réussites encore plus de demain. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, ce qui sera un des messages pour l'année 2014, c'est que, et c'est une conviction et un appel en même temps que je lance aux Vendéens,
c'est que la Vendée n'est pas faite, vous voyez, pour la banalité. La Vendée n'est pas faite pour s'abandonner à la fatalité. La Vendée, elle est faite pour montrer la voie. La Vendée est faite pour cela. Qu'est-ce que ça veut dire, une Vendée qui montre le chemin, qui montre la voie? Eh bien, pour moi, ça veut dire, d'abord, que c'est une Vendée qui ne renonce à rien du tout, qui ne renonce pas au monde, c'est-à-dire à la modernité d'aujourd'hui et de demain, qui l'anticipe même. Une Vendée qui ne renonce à rien, c'est sûrement pas une Vendée qui renonce aux autres. C'est la Vendée de la générosité. Et une Vendée qui renonce à rien, c'est certainement pas une Vendée qui renonce à ses valeurs, qui renonce à être elle-même. C'est son identité. La modernité d'abord. La modernité parce que, je vous ai tout à l'heure parlé rapidement d'une fracture qui menace notre pays, qui déchire le tissu social, le tissu territorial, c'est la fracture géographique. Certains d'entre vous ont peut-être lu un géographe qui s'appelle Éric Guilluy. Cette France abandonnée, la périphérie, cette France des grandes villes, des grandes métropoles. Où se situe la Vendée? Dans la partie française qui va profiter du monde qui est en train d'émerger aujourd'hui? Ou est-ce qu'on sera rejeté en périphérie? La notion de périphérie n'a rien à voir avec un concept géographique. On est dans la périphérie si on est déconnecté du monde. Et moi, ce que je veux, ce que vous voulez, parce que c'est votre tempérament, comme le mien, je connais les Vendéens, c'est une Vendée qui soit et qui reste branchée sur le monde. Qu'est-ce que c'est qu'une Vendée qui reste branchée sur le monde? C'est d'abord une Vendée qui reste dans sa tête, dans sa mentalité. Mais c'est une Vendée qui a des réseaux qui lui permettent d'être en permanence reliée aux grands réseaux de communication. C'est le très haut débit, bien sûr. C'est un immense chantier. Ça sera un chantier de longue haleine. Mais ça y est, Alain, on a lancé le GIP avec le CIDEV, tout simplement pour essayer de faire le moins possible de trancher. Enfouir une fibre, ça coûte cher. 80%, c'est du génie civil. Si on arrive à économiser une partie de ce génie civil, et le CIDEV connaît nos tranchées, connaît les fourreaux, a les cartes de toute cette arborescence, eh bien, là aussi, nous économiserons. La fusée est en train de partir. Vous avez vu les premières images des premiers travaux qui ont commencé jusqu'avant Noël. C'est une fusée à 3 étages. Premier étage, la montée en débit. Dans 115 communes, on va aller chercher pour 30 000 foyers vendéens. Pour 30 000 foyers vendéens. On va aller chercher les poches de population qui ont les débits les plus bas pour les multiplier par 10 ou 15. Premier étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée, dans chaque communauté de communes, on va aller mettre la fibre à disposition des points d'intérêt généraux, mais surtout des zones d'activité, parce que c'est un moyen de compétitivité pour les entreprises. L'emploi d'abord, l'emploi toujours, l'emploi avant tout. Et puis, dernier étage, ce sera la fibre chez l'habitant pour les communes les plus denses de Vendée. Voilà, c'est un chantier important, le chantier de la modernité, le réseau du XXIe siècle, et on le fera, et on l'a déjà commencé en Vendée, et nous sommes tous associés, et c'est comme ça qu'on le réussira. Bien sûr, la fibre ne remplace pas les moyens physiques. Quand vous commandez de temps en temps un livre par Internet, vous le recevez par la poste, par exemple, et donc par la route. Donc il faut aussi des routes, mon cher Jacques Houdin. Voilà, donc on va continuer, et je peux vous dire que cette année, on aura un certain nombre de pas décisifs que nous allons faire sur le désenclavement. Le désenclavement vendéen, je vous le fais court, Napoléon a bien conçu la Vendée, il a mis en son cœur, en son centre, le chef-lieu, La Roche-sur-Yon. C'est une étoile qui part de La Roche. Et il faut que dans cette étoile, à terme, il n'y ait que des 2 fois 2 voies. Et cette étoile, elle est enchâssée de 2 voies lactées, si j'ose dire. Le bocage et le littoral. Certains... non, je ne plaisante pas. Et donc, les étapes décisives sur l'étoile, c'est la 949, la 948. C'est 2 territoires très enclavés de Vendée. Chaland, 948. Jacqueline, Paluau, Tonton Canton aussi. On va commencer avant la fin de l'année les travaux de mise en 2 fois 2 voies. Et là, c'est important, c'est une des routes les plus passagères sur cette étoile. Et puis, pratiquement symétrique, il y a une autre étoile, je ne sais pas si Gérard Villette, oui, il est là, il m'écoute, bien sûr, il attend que je dise que, voilà, Bournezeau-Chantonnet, ça va commencer avec un grand ouvrage sur le lait,
de 200 mètres, je crois. L'appel d'offres est parti et je pense que là aussi, ça sera 2 étapes décisives. Et puis, les voies lactées, le littoral, bien sûr. Yannick, sur l'Aune, on va continuer le prolongement des sables par l'inauguration bientôt, dans quelques jours ou semaines, du contournement de l'Aune. On continuera, bien sûr. Et puis, côté bocage, on va inaugurer, Véronique, dans peu de temps, donc, la déviation sud des Herbiers. J'ai inauguré Réaumur. On va lancer Saint-Michel. Cher Jean-Pierre, ça sera sans doute plus facile de contourner Saint-Michel que de contourner la Mailleraie et de te contourner toi. Ça ira peut-être un peu plus vite. Ça coûtera un peu moins, non? Voilà, donc vous voyez qu'on n'oublie pas le désenclavement physique, désenclavement routier. Tu me pardonneras, Jean-Pierre. C'était pour me permettre de boire un coup. Et puis, le train, 2 voies qui sont importantes. Nantes-Bordeaux, enfin plus exactement La Roche, Luçon, etc. et Bordeaux, qui est un dossier important qui va être débloqué. Et dans le contrat de plan, bien entendu aussi, et ceux du nord-ouest l'attendent, Nantes-Sainte-Pazanne, Sainte-Pazanne, Chaland et puis Saint-Gilles, qui sera inscrite dans le contrat de plan et pour lequel, heureusement, les usagers vont avoir enfin un certain nombre de réponses. Un mot de Notre-Dame-des-Landes. Je ne sais pas s'il va se faire, Notre-Dame-des-Landes. Mais s'il se faisait, et s'il se faisait sans une amélioration du franchissement de la Loire, Notre-Dame-des-Landes ne serait qu'un aéroport breton, qu'un aéroport hémiplégique, que l'aéroport du demi-ouest, bien évidemment. Aujourd'hui, un aéroport, c'est un système multimodal, branché bien sûr sur les airs, mais branché sur le rail et branché sur la route, qui, en France, fait toujours plus de 80% à 85% des déplacements, des marchandises et des voyageurs. Donc, nous sommes toujours, et nous réclamerons pour le contrat de plan, des avancées sur le franchissement pour que les efforts et les avancées qu'on obtient par ailleurs sur les autres fronts du désenclavement ne soient pas gâchés par un enclavement aéroportuaire qui rejetterait la Vendée dans une moitié ligérienne, si j'ose dire, oubliée et abandonnée de tout le monde. Voilà, c'est important, je tenais ce soir à le reconfirmer. Et puis la modernité, bien évidemment, c'est les enfants d'aujourd'hui, c'est Grégoire, c'est la Vendée de demain, le plan collège, je n'y reviens pas. Je veux simplement dire une chose, c'est que aussi bien nous avons ces 160 millions d'euros avec un plan sans précédent, 5 ou 6 collèges nouveaux, des extensions, etc. Et on tient rigoureusement le planning que j'ai donné, le calendrier que j'ai donné lors d'une conférence de presse il y a 2 ans. Nous tenons tout, voilà. Mais on accorde aussi la plus grande attention, et nous sommes sans doute un des départements qui fait le plus pour l'enseignement catholique. Parce que c'est aussi notre culture. Et parce que à côté de l'enseignement public, et c'est notre compétence, bien sûr, il y a en même temps une mission de service public, constitutionnellement reconnue par une dizaine de lois de la République, et on se doit, dans le cadre, bien sûr, du contrôle de l'égalité, en respectant un certain nombre de choses, on se doit d'y faire attention et en même temps de les encourager. Vous savez, le numérique dans les collèges, on l'a fait pour les 2, et on a obtenu des prix, 2 prix de reconnaissance pour le numérique. Sur les collèges publics, on a plus de 70% maintenant des classes en Vendée, et c'est terminé. On l'a achevé en décembre, qui sont connectés. En France, c'est 7%. On est 10 fois meilleur, vous voyez, que la moyenne française. Voilà, je suis désolé, on est fiers, mais c'est les résultats. Voilà pour la modernité. Un dernier mot, après les collèges, après les réseaux, c'est sur les grands secteurs qui vont construire la modernité de demain. Il y en a un, je vais en parler parce qu'il va être dans l'actualité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ce sont les énergies renouvelables. Le modèle vendéen, on l'aime bien. Il a énormément d'atouts. Il a des inconvénients. Il a un inconvénient notamment. Il est très énergétivore. Notre tendance de consommation, c'est 3 fois plus que la moyenne nationale. Et bien sûr, on importe toute l'énergie qu'on utilise ici à l'extérieur, qui est produite à l'extérieur de chez nous. Dès que j'ai été élu, j'ai souhaité que la Vendée prenne ce virage de la modernité. Et que ce projet, qui est aussi un grand projet industriel pour demain, nous ne soyons pas laissés pour compte. Nous sommes, depuis le 29 novembre, dans une phase où les 2 grands consortiums ont donné à l'État, la Commission de régulation de l'énergie, leur esquisse, c'est-à-dire leur projet, une compétition. Simplement,
nous leur avons adressé 5 pages. Aux deux, ils ont dû répondre à des questions, 5 questions, sur les pêcheurs, sur l'intégration pour l'environnement, sur la capacité à faire travailler en sous-traitance nos PME, etc. etc. Je ne peux pas encore donner les réponses. Je pense qu'au mois de mars, on aura le résultat final. Mais on veut tirer, et là du coup on veut maximiser les retombées pour la Vendée. Mais nous leur avons demandé en même temps de s'impliquer, parce qu'eux ont des ingénieurs dans le plan que je vais présenter à l'Assemblée départementale, ce sera au mois de juin prochain. Un plan avec 2 objectifs, le maximum d'économie d'énergie et une production d'énergie en Vendée qui nous permettent dans 10 ans d'obtenir 50% de notre autonomie énergétique. On a des ingénieurs, bien sûr, mais il nous en faut d'autres. Et les 2 consortiums ont accepté de mettre à disposition des ingénieurs parmi les meilleurs Français pour nous conseiller sur ce plan. C'est important, je voulais le redire aujourd'hui. Alors, il y a d'autres secteurs que je ne peux pas aborder, mais qui sont aussi stratégiques pour nous, comme l'artisanat, comme le commerce, comme l'agriculture. Je crois qu'il va falloir, mon cher Christian, qu'on réoriente le paquet de nos aides sur l'élevage. Je crois qu'on en est d'accord. Il faut qu'on aide les éleveurs. Il y a peut-être un seul éleveur qu'on ne pourra pas aider, c'est la mairie de La Roche-sur-Yon, pour l'élevage sur la place Napoléon. Non, attendez, parce que Pierre, je veux le saluer quand même. On doit élever, nous, le canard chalandais, les races autochtones. Mais le flamand rose napoléonien, c'est pas parce qu'il est rose, je le promets, mais c'est parce que le flamand rose n'est pas une race autochtone. Donc l'élevage, oui, pour tous, bon, mais il faudra qu'on tienne compte des spécificités de chacun. Par contre, en revanche, il y a un secteur qui me paraît stratégique. Et tous les acteurs du littoral le savent bien, ils en sont conscients. Ce secteur stratégique, c'est notre façade maritime. Je crois profondément que la France a oublié qu'elle a le 2e domaine maritime au monde, juste derrière les États-Unis. Quand on voit comment, à chaque négociation à Bruxelles, sont traités nos pêcheurs, on sent bien que la défense des intérêts qui sont liés à la façade maritime, à la culture, à l'histoire maritime française, sont souvent négligés. Bien, la Vendée, c'est la Vendée du littoral, je parlais tout à l'heure, bien sûr, du Vendée Globe. Et on a une opportunité formidable. Cette ouverture vers le grand large pour nous, c'est une connexion au monde dont je parlais tout à l'heure. Et on a en même temps des nouvelles opportunités. Et moi, je voudrais qu'avec tous les acteurs, dans tous les domaines, aussi bien le tourisme que les énergies nouvelles, que le nautisme, que les infrastructures portuaires, on puisse hisser la Vendée à la pointe de ces innovations pour ce que je pourrais appeler la croissance bleue de demain. Eh bien, ce que je voudrais vous annoncer, c'est une réflexion stratégique d'ensemble que nous allons débuter juste avant l'été. Elle s'échelonnera pendant plusieurs mois. Ça sera une réflexion stratégique d'ensemble. Nous allons confier cette responsabilité à un grand monsieur qui connaît bien la façade maritime, qui est un Vendéen d'ailleurs, qui est un Vendéen et qui il y a quelques mois encore, était le patron de l'Ifremer, c'est Jean-Yves Perrault. Certains d'entre vous le connaissent. On commencera par une réflexion juste à la fin du mois de juin, mais l'idée est de faire un certain nombre d'ateliers pour voir comment est-ce que l'on peut mieux utiliser, mieux optimiser et surtout beaucoup plus développer les atouts maritimes que la Vendée a, et je pense que c'est quelque chose de fondamental. La Vendée, vous voyez, ce sont des paysages tellement divers, mais ce sont aussi des visages. Après la modernité, je voudrais vous parler de la solidarité, de la générosité, qui est une disposition, une prédisposition même, qui est très vendéenne. Solidarité publique, institutionnelle, celle qui dépend de nous, du Conseil général, c'est notre cœur de métier, si j'ose dire. C'est une de nos compétences obligatoires. Mais ce n'est pas par ça qu'on le fait aussi, c'est aussi parce qu'il y a des raisons du cœur. Et puis en même temps, la solidarité qui est pour moi essentielle, associative. D'abord, la solidarité institutionnelle, celle que nous, conseillers généraux, devons mettre en œuvre pour les Vendéens sans doute les plus faibles, les plus fragiles. Il y a un point sur lequel je voudrais insister parce qu'on en parle, mais je pense qu'on n'a pas encore saisi, ni nous en Vendée, certainement pas les Français, on pourrait regarder peut-être les Japonais, pour voir quel impact ça va avoir sur notre économie, sur notre société, le vieillissement. Avec des bonnes choses et des moins bonnes choses. Les bonnes choses, c'est l'espérance vie, bien sûr. On est heureux d'avoir des parents qui puissent vieillir. On est heureux, et c'est la première fois, on est dans cet instant de l'humanité où
sur la même terre, au même moment, 5 générations, vous vous rendez compte? 5 générations peuvent se côtoyer. Pas longtemps, 5 générations en même temps, contemporaines. Ça, c'est positif. Mais il y a du moins positif. Il y a une étude qui est sortie quelques semaines avant Noël. Cette étude révélait, pas pour la Vendée, c'était une moyenne nationale. Il y a 25% des personnes âgées qui sont laissées seules, dans l'isolement le plus total. Et surtout depuis 2010, 3 ans, seulement 3 ans, cette proportion a augmenté de 3 points. Vous vous rendez compte? C'est un scandale. C'est un scandale qui ne fait pas de bruit, sauf quand il y a des drames, comme au moment de la canicule. Ça nous renvoie bien sûr à nos responsabilités et aux enjeux qu'il y a derrière le vieillissement. C'est la raison pour laquelle nous avons notre plan qui est en train de se déployer. Je ne veux pas le citer, j'en avais dit un mot déjà l'an dernier sur le plan Bien vieillir en Vendée. Accompagner nos aînés, les accompagner dans des hébergements humains, à dimension humaine. Nous allons ouvrir cette année une centaine de places dans 4 unités, des maisons de vie, sur le littoral, aussi bien sur Noirmoutier, Saint-Gervais, à Réaumur aussi, à la Rabatelière. Mais je pense qu'il faut qu'on soit encore plus inventif, parce qu'on n'est pas allé au bout de la réflexion pour garder au maximum les personnes âgées à leur domicile. Ça sera capital pour l'avenir. Bien vieillir d'un côté, mais il y a un autre enjeu. Peut-être je vais vous choquer, mais j'ai été moi-même choqué quand j'ai lu cette étude parue juste avant Noël. Il y a aussi bien mourir. Parce qu'il faut partir d'un constat qui est cru et il faut le regarder en face. Parce que la mort, c'est aussi la vie, par contraste. Ce double constat, c'est qu'on meurt de moins en moins chez soi et qu'on meurt de plus en plus à l'hôpital. Alors l'hôpital, ce n'est pas nous, c'est l'ARS. Et les maisons de retraite, on y meurt aussi de plus en plus. Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques semaines, qui est très instructif, qui m'a choqué quand j'ai vu cela. Je sais que nos EHPAD en Vendée commencent à s'y préparer. Ça nous renvoie là aussi à nos propres responsabilités. Notre responsabilité devant la détresse, dans une société qui est bien moins habituée à voir la mort, qui l'écarte même. Devant la souffrance, ce ne sont pas des choses qu'on peut traiter uniquement avec des principes moralisateurs. Il faut s'engager, il faut agir. Et quand moi j'ai entendu tel ou tel propos disant, voilà, il faut abolir la peine de vivre. Abolir la peine de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire, chers amis vendéens? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'effleurer, d'enjamber une frontière périlleuse entre la déshummanisation et la barbarie, entre la civilisation et la non-civilisation. Jean Vanier avait l'habitude de dire être civilisé, c'est reconnaître la valeur du plus faible, du plus fragile. Je pense que ce qui manque le plus à notre société, en dehors de l'esprit civique, mais tout ça se tient, vous savez, tout ça se tient. C'est la même chose. Ce sont des synonymes, finalement. Ce qui manque à notre société, c'est cette éthique de la fragilité. On a besoin de la fragilité. On a besoin de la fragilité parce que cette vulnérabilité qu'on trouve chez un handicapé, chez une personne au crépuscule de sa vie, cette vulnérabilité, elle nous renvoie à nos limites. Elle nous renvoie à notre essence. Elle nous renvoie à notre humanité. Et il ne faut pas l'oublier. Et on ne peut pas se contenter de propos qui consisteraient à dire non, ça c'est interdit. Bien sûr, la loi, qui est excellente, la loi Leonetti, elle a été d'ailleurs votée à l'unanimité il y a très peu de temps. Mais il faut agir. Et je considère que la responsabilité du Conseil général, là aussi, c'est d'être aux avant-postes. Et c'est ce qu'on va faire. On va proposer aux EHPAD, aux équipes de direction, une formation particulière, avec un lien avec les unités de soins palliatifs, parce qu'on est dans un pays avec des cloisons et il n'y a pas assez de lien entre les uns et puis les autres. C'est important. Et on va confier cette réflexion, on va confier en même temps, parce que ce sera plusieurs formations, à Marie de Henzel. On a de la chance, elle vient régulièrement à l'Île-Dieu. Vous la connaissez peut-être, Marie de Henzel. François Mitterrand, en 87, lui confie la responsabilité de la première unité de soins palliatifs. C'était en 87. Elle va accompagner le président de la République jusqu'à sa mort. Elle va écrire un livre, d'ailleurs, qu'elle va sortir juste après.
Et François Mitterrand va, dans ce livre, faire une très belle préface. Et elle a réédité. Elle est venue faire une conférence juste avant les fêtes, si j'ose dire, en Vendée. Elle nous a bouleversés parce qu'elle parle de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a vécu intimement. Elle nous a parlé, par exemple, de cette femme qui vient un jour la voir, désespérée. Son mari est dans le coma et elle lui dit « Voilà, ça fait 30 ans que je ne lui ai pas dit que je l'aimais. Et maintenant, il est dans le coma. Qu'est-ce que je fais ?» Et Marie de Henza lui dit « Mais non, il faut lui dire, allez lui dire. » La femme repart, interrogative. Et puis, plusieurs semaines, Marie revoit cette femme qui vient lui dire « Écoutez, il est mort, il est parti. Je pense qu'il est parti heureux. Et quand je lui ai dit que je l'aimais, j'ai vu une larme qui perlait sur sa joue. » Je peux vous assurer que quand vous entendez ces propos, quand vous entendez ces expériences, vous n'avez pas besoin d'en recourir aux grands principes. Vous êtes touchés. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse, chez nous en Vendée, essayer de faire le maximum. Et je sais que les équipes de nos maisons de retraite sont parfaitement prêtes, mais je voudrais vraiment qu'on montre la voie là, plus qu'ailleurs. Il y en a besoin pour les plus fragiles. Les plus fragiles, les personnes âgées, les plus fragiles, les personnes handicapées. C'est désormais, ça le sera aussi pour le prochain budget, notre premier budget social consacré donc aux personnes handicapées avec plus de place. Mon cher Philippe, monsieur le maire de Mouilleron d'ailleurs, ici, tout près, à Saint-Germain-le-Prancey au même temps, avec un effort particulier dans un plan d'accompagnement plus individualisé pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à l'emploi. Vous savez que le chômage touche 2 fois plus les personnes handicapées que les autres personnes. Et puis, toujours sur le plan de la solidarité, il y a ceux qui ont été fragilisés par la crise économique, la soi-disant crise économique, et qui n'ont pas d'emploi, qui sont par exemple au RSA. Nous venons de voter le plan départemental d'insertion et de l'emploi. Et ce plan portera ses fruits à partir de 2014. Je ne veux pas vous le détailler, simplement nous sommes partis de 2 idées, qui sont 2 convictions, qui sont 2 lignes de force. La première, c'est non au traitement de masse. Pas de traitement de masse, un traitement personnalisé. Voilà, les gens ne sont pas des êtres anonymes, on ne peut pas se constater de prestations, il faut les suivre, il faut leur tendre la main en permanence. Et la deuxième conviction, c'est l'insertion économique plutôt que l'assistanat. Tomber dans l'assistanat, c'est finalement manquer à la dignité des gens qu'on prétend aider. Ce n'est pas possible. 2 exemples, on l'a vu à travers quelques images. On a étendu après Fontenay une nouvelle génération pour le parcours de la 2e chance, pour ces jeunes qui sont sortis sans qualification, sans diplôme, qui sont sans emploi, qui sont dans des situations, je vous assure, sociales difficiles. Eh bien, c'est une formation concrète qui a du succès. Merci aux entreprises qui bénévolement acceptent de fournir des tuteurs, parce que c'est une alternance dans l'entreprise et en même temps une sorte d'école pour les savoir-faire beaucoup plus théoriques. Ça, c'est de la personnalisation. Ça, c'est pas de l'assistanat. Ça, c'est de l'insertion par l'économie. De même que pour les jeunes. Quand on habite en Vendée, en milieu rural, si vous n'avez pas votre permis, le permis de conduire, eh bien c'est difficile pour accéder à l'emploi. La mobilité, c'est capital. Et donc on a aidé depuis 2 ans une centaine, je suis sûr que vous ne le savez pas, on a aidé une centaine de jeunes. On leur a payé le permis de conduire. À une condition, c'est qu'ils s'engagent dans des travaux d'utilité publique. Et ils l'ont fait, et ils n'ont pas rechigné. C'est, je crois, là aussi, une des conditions de la rénovation de notre système social pour demain. Je pense que si on veut une société, une vraie société, des droits, bien sûr, des droits, et en même temps des devoirs, alors tous ensemble on sera plus forts. Et les plus faibles seront plus faibles. On ne les maintiendra pas dans un état de dépendance, c'est quelque chose de capital. Et pour en terminer sur cet aspect, je ne veux pas complètement conclure le propos sans parler de la solidarité non plus institutionnelle, mais la solidarité de visage à visage, la solidarité familiale, la solidarité de voisinage et surtout la solidarité associative. J'ai été étonné par un chiffre, c'est Alain Gérard qui l'a fait ici lorsqu'on a lancé le forum Vendée Avenir sur le bénévolat. C'est lui qui nous l'a révélé sur le don du sang.
le nombre moyen de donneurs par collecte. Le département qui est le moins bon, 23. L'Ouest est parmi, comme quoi il y a une culture. Bon, l'Ouest est parmi les meilleurs. Loire-Atlantique, 95. Maine-et-Loire, 95. La Vendée, 143, le numéro 1. 23, 143. Deuxième et troisième, 95. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand on dit que c'est dans notre génétique, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que le don du sang? Voilà. Eh bien ça, cette culture de l'autre, ce goût de l'autre, cette culture associative, du bénévolat, il faut qu'on le transmette. Il faut qu'on le transmette à la génération de Grégoire. Il faut qu'on le transmette à tous les nouveaux Vendéens. Ils sont pratiquement 10 000 tous les ans. Il faut les accueillir. En même temps, il faut leur proposer de ne pas consommer notre modèle, mais d'en être les acteurs. Et je rêve d'une Vendée où chaque Vendéen puisse se dire « je suis engagé dans telle ou telle association ». Ou parce que je suis un peu plus perso, j'aime pas trop m'engager pour trop longtemps, mais au moins, ponctuellement, j'aide, je donne un coup de main, etc., dans la famille, avec le voisinage. C'est comme cela qu'on fera une société meilleure. Et en même temps qu'elle sera meilleure, elle sera plus performante sur le plan économique. Quelqu'un comme M. Fukuyama, Francis Fukuyama, a montré, d'autres bien avant lui, ont montré que la performance économique d'une société, elle est complètement reliée à sa cohésion sociale. Plus il y a le lien social, mieux on est ensemble, et en même temps, meilleur on est sur le plan économique. Alors pourquoi s'en priver? C'est notre culture. C'est comme ça qu'on va voter dans quelques semaines un plan qui sera le plan Vendée double cœur pour essayer d'encourager le bénévolat. Je ne veux pas vous faire le catalogue, on pourrait peut-être créer une fondation Vendée, on pourrait peut-être, comme les Canadiens le font avec le service learning, pour encourager les jeunes collégiens à se préoccuper de l'autre, et je sais qu'ils ont un réservoir d'enthousiasme et en même temps de générosité. Ce plan, je l'ai confié à Yves Auvinet, qui le suit, qui est un homme de cœur, un chef de chœur en plus, au sens propre du terme. Il fait chanter au sens propre, il fait chanter les gens. Donc homme de chœur avec un H et homme de chœur sans H. Voilà, on y tient beaucoup. Et voilà, le Vendée Espace, vous êtes passé tout à l'heure devant cette fresque, le Vendée Espace en hommage à tous les bénévoles de Vendée. Il n'y aurait pas le Vendée Espace, je vous assure, on ne pourrait pas faire la Coupe Davis, mon cher Marcel, et tant d'autres grands événements s'il n'y avait pas des milliers de bénévoles. Sur la saison 2013, il y a 5000 bénévoles qui nous ont aidés à transformer cette salle, à faire l'accueil, par exemple, du public, des joueurs, etc., en coulisses, ramasseurs de balles. Là aussi, il y aura des ramasseurs de balles pour la Coupe Davis. Donc voilà, c'est une conviction. La Vendée ne sera pas performante dans l'avenir, ne sera pas et s'oubliera si précisément elle oublie cette générosité. Et pour conclure, chers amis, vous l'attendez la conclusion, bien sûr. J'ai parlé de modernité, j'ai parlé de générosité, je voudrais vous parler d'identité. D'ailleurs, entre nous, l'identité n'est pas du tout opposée à la générosité. Il y a même un lien entre les deux. L'altruisme, le sens des autres, c'est en même temps, pour qu'il y ait altruisme, pour reconnaître l'autre, il faut être soi-même. Ça ne va pas sans l'estime de soi-même. Pour donner à l'autre, il faut avoir quelque chose à soi. Pour avoir quelque chose à soi, il faut l'avoir reçu. Il faut avoir accepté ses héritages. Un problème de l'individualisme contemporain, c'est l'individu qui se reconnaît sans en lien avec personne, sans dette, ni héritage, bien sûr. Et un des problèmes, une des maladies de notre époque, sans doute, ça a été le dénigrement systématique, la caricature qu'on a bien voulu faire sur l'identité. Et Finkielkraut, peut-être avait voulu son dernier bouquin sur l'identité malheureuse, le décrit, je trouve, fabuleusement bien. Eh bien, mes chers amis, très franchement, je pense que la Vendée, c'est la démonstration. C'est la démonstration que l'identité, elle peut mener à l'universel. La Vendée, c'est la démonstration que l'enracinement dans notre terre, dans nos valeurs, peut nous conduire au monde. 2 exemples. C'était aussi le message des 2 grandes commémorations. La commémoration de 14-18 d'abord, avec Clémenceau. Clémenceau, le Vendéen, profondément enraciné. Si vous voulez d'ailleurs lire, mon cher Claude, quelque chose d'encore plus précis que le Durosel sur Clémenceau, lisez le Clémenceau de Claude Mercier. Voilà pour le spot publicitaire, mon cher Claude. Tu vois, je l'ai lu, enfin, j'ai déjà feuilleté. Clémenceau, enraciné en Vendée. Clémenceau, né à Mouilleron, enterré, il a voulu être enterré au Colombier, près de son père. Clémenceau qui revient à chaque coup dur de sa vie, Clémenceau qui revient en Vendée. Alors, comme me disait dans une carte que j'ai reçue, certes, ça n'est pas un des pères de l'Église, monseigneur, mais Clémenceau
1903, vous seriez étonné des textes qu'il a fait pour la liberté de l'enseignement. Voilà, parce qu'il était épris de liberté, parce que peut-être que cet enracinement vendéen l'a empêché de basculer dans, comment dirais-je, une conception de la Révolution beaucoup plus systématique, autoritaire et peut-être totalitaire même. Eh bien, Clémenceau, l'enraciné, le Vendéen, Clémenceau, l'explorateur de grands horizons, les horizons artistiques, j'espère que vous êtes allés voir, les Rodin, les Manet, les Monet, les Toulouse-Lautrec qui sont en Vendée. C'est extraordinaire, c'est la première fois. Vous ne les reverrez plus en Vendée, ni ailleurs rassemblés dans un même lieu. Et dans quelques mois, en octobre, en 2014, je suis sur l'année 2014 aussi, une autre exposition qui va nous présenter le grand voyageur, l'Asie. Et un Clémenceau peut-être, pas une grenouille de manitier, mais interrogative vis-à-vis des spiritualités de l'Orient. Donc, vous voyez, Clémenceau enraciné, mais Clémenceau avec tous ses horizons sur l'Asie et sur les arts. Et puis l'autre commémoration, 220e anniversaire du soulèvement vendéen, 1793-1794. Voilà, avec cette identité qui est la nôtre, cette identité qui rime avec générosité, qui rime avec humanité. Nous avons, je le redis vraiment du fond du cœur, et je ne veux choquer personne, et je n'utilise pas notre histoire précisément pour gratter les plaies, je le redis une fois de plus. Nous avons voulu commémorer cet événement à travers un fait unique, le pardon. Voilà. Le pardon, pourquoi? Parce qu'il a permis à la Vendée de sublimer sa souffrance, de ne pas s'enfermer dans un repli identitaire, justement, mais au contraire dans une identité ouverte. Parce que ce pardon, comme l'a dit fabuleusement bien Hannah Arendt, a inauguré un nouveau commencement là où on pensait que tout était fini. C'est ça le pardon que les Vendéens ont accordé à l'époque à leurs adversaires. Et ça a permis à la Vendée de se réconcilier, notamment en 14, où la Vendée a tant donné pour la défense de la terre natale et de la République. Voilà ce que nous avons voulu aussi initier. Et à travers cette expérience singulière de la Vendée, cette expérience qui a fait que la Vendée a rejoint, ou plutôt a précédé d'autres parties du monde, d'autres peuples, d'autres pays, des peuples qui ont connu des grandes fractures, des grandes déchirures, des déchirures confessionnelles, religieuses, je pense à l'Irlande par exemple, au Liban, à d'autres aussi, au Moyen-Orient, encore une fois en Afrique. D'autres pays, d'autres nations, d'autres peuples qui ont connu des déchirures politiques, je pense au bloc de l'Est, à l'ancienne, comme on disait, Europe de l'Est, des déchirures raciales, ethniques, Mandela, l'apartheid, l'Afrique du Sud. Eh bien, je vous l'annonce, à l'automne prochain, nous organiserons en Vendée un colloque qui rassemblera ces pays, ces peuples qui ont subi des chocs dans leur histoire à travers ces déchirures religieuses, confessionnelles, politiques ou raciales ou ethniques, et qui ont été capables de pardonner. Et grâce à ce pardon, qui ont favorisé la cautérisation des plaies et qui ont pu repartir en avant. Nous allons le faire en Vendée, parce que la Vendée a précédé ces pays souvent, ces peuples. Et parce que la Vendée doit continuer à montrer cette voie, y compris sur le plan international, avec, je vous le promets, des personnalités qui seront marquantes, françaises et aussi internationales. Voilà, 2 commémorations, 14-18, 220e anniversaire du soulèvement vendéen, 2 commémorations, un seul message. Nous voulons préserver, nous voulons garder notre mémoire à l'abri de toutes les passions idéologiques, de toutes les instrumentalisations. Parce que notre mémoire est un bien précieux dans lequel on puise encore des valeurs pour aujourd'hui. Parce que notre mémoire ne doit pas être quelque chose qui divise, mais au contraire quelque chose qui ne suscite pas la concurrence, mais quelque chose qui nous rassemble. C'est fondamental. L'unité, l'union. Et puis parce que cette mémoire, ça doit être une mémoire qui ne regarde pas derrière, qui regarde au contraire devant. Une mémoire pour aujourd'hui, une mémoire pour le siècle à venir, pour demain. Parce que les succès d'aujourd'hui, chez nos salariés, chefs d'entreprise, agriculteurs, pêcheurs, artisans, commerçants, c'est quoi ces valeurs? La valeur contre la difficulté, le goût de l'effort, le goût du travail, la solidarité. Il ne faut pas l'oublier, ça. Moi, j'ai la faiblesse de penser qu'il y a une règle qui veut qu'il y a une proportionnalité
entre la profondeur de la mémoire et la capacité à se projeter en avant. La grande crise, ce qui a suscité le début de la crise, c'est le court-termisme, c'est le manque de mémoire, c'est l'économie casino, c'est ces boîtes, c'est ces spéculateurs qui, en un quart de seconde, grâce aux algorithmes informatiques, prennent des décisions. Ce n'est pas nos entreprises, ce n'est pas notre économie entrepreneuriale. Nos PME familiales, justement parce qu'elles sont souvent familiales, pour 80% d'entre elles, elles ont ce rapport au temps. Elles savent, les grands-parents étaient souvent paysans, qu'il faut semer avant de récolter. Et que le temps, c'est une dimension de l'homme, c'est une dimension du monde, c'est une dimension de la vie. Entre deux décisions, une très bonne à court terme, mauvaise, à moyen terme ou à long terme, et l'inverse, ce sera toujours la décision qui produira du fruit à long terme. Voilà pourquoi la mémoire de ce que nous sommes, de ce que nous serons, est un bien précieux. Et pour là, du coup, conclure définitivement, ce que je voudrais vous dire, vous avez sans doute comme moi écouté le président de la République. Il nous a fait cette injonction, juste d'ailleurs, il faut aimer la France. Bien, je voudrais dire qu'en Vendée, on aime la France. On aime la France parce qu'on aime la Vendée. Parce que pour nous, quand on aime la Vendée, on aime aussi la France. Et même dans ces temps de difficulté, la Vendée n'a pas peur de la difficulté. Elle n'a pas peur, elle n'a jamais eu peur de l'adversité. L'adversité, c'est ce qui nous a fabriqués, mes chers amis. Prenez-en conscience. L'adversité nous a fabriqués hier, et aujourd'hui, l'adversité, elle nous stimule. Alors, ce que je voudrais vous dire, en ce début d'année, à chacun d'entre vous, pour vos familles, ce sont mes meilleurs vœux. Des vœux d'abord de santé, des vœux de joie, des vœux de succès, à chacun individuellement. Et collectivement, je voudrais que cette année, pour tous les Vendéens, soit une année de combat contre la fatalité, une année de combat contre le fatalisme. Voilà ce que j'espère de chacun d'entre vous. En tout cas, je peux vous rassurer, nous sommes au Conseil général, nous serons tous à vos côtés et nous sommes mobilisés. Jamais nous ne céderons le moindre pouce à la facilité. Toujours, nous combattrons la facilité et le fatalisme. Ne comptez pas sur nous pour le déclinisme. En tout cas, vive la Vendée et vive la France. Voilà, c'est la fin de... Oui. Je ne voyais pas Stéphane, mais si, comme si, je si, parlais si, tout à l'heure de convivialité, je voulais inviter tout le monde au moment de convivialité. Pour l'organisation, tous ceux qui sont dans le parterre, vous pouvez rejoindre l'espace cocktail qui se trouve dans la salle sportive par les deux portes qui sont en bas. Et puis pour tous ceux qui sont dans la tribune haute, vous pouvez rejoindre l'espace cocktail dans le hall d'accueil en sortant par les différentes portes qui sont à côté de vous. Voilà, très bonne soirée, bon week-end, merci beaucoup.